Actu 7 sur 7 de ce dimanche 15 juillet 2018 sur la chaîne de l'Espérance, émettant depuis Théviers de ses environs. Alors, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. Au menu de cette émission, la sortie médiatique du mouvement En aucun cas, les Valas en pays cabiais, le choix du futur président de la CEDEAO, les meetings annoncés par la C14 et le net, et que sais-je encore. Pour décrypter toutes ces actualités, nous recevons pour vous ce soir M. Sativi Foli. Il est le premier responsable porte-parole du mouvement En aucun cas. M. Sativi Foli, bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de E47. Et merci aussi pour cette occasion en or que vous nous offrez afin qu'on puisse éclairer l'opinion sur ce que nous pensons être une illusion que la masse se fait par rapport à l'attitude même de la communauté internationale et pour aussi essayer d'éclairer l'opinion sur les objectifs du mouvement En aucun cas. Merci pour votre disponibilité. C'est nous qui vous remercions. D'abord, le nom Foli, Sativi Foli, Foli, ça voudrait dire que vous venez des lacs de quelle préfecture du Togo? Des lacs de Vaud ou bien du Bamounou? Folie, je viens normalement de Glidi, Bodi. Ça c'est des lacs. De la maison à Tivihome. Et la maison du roi Folie Bébé, puisque nous sommes affiliés, directement affiliés à la famille Folie Bébé. Mais compte tenu de certaines circonstances, nos grands-parents avaient immigré vers la préfecture du Bamounou et plus spécialement vers le canton d'Agome-Glozou. Donc nous sommes partagés entre Agome-Glozou et Glidi. Et certains d'entre nous sont aussi au Béni. Donc pour que quand il y a la cérémonie de la prise de la pierre sacrée, nous venons à Glidi faire les événements. Et quand il s'agit de faire des activités allant dans le sens du village, nous sommes à Agome-Glozou. Et Folie, c'est le premier fils de vos parents? Oui, Folie, c'est le premier fils du parent. Quand un originaire de Glidi donne naissance à un enfant garçon, à un enfant mâle, il donne pour nom à l'aîné Folie. Donc je suis donc l'aîné de mon papa, l'aîné de ma mère au papa, puisque nous sommes en tout 21 enfants. Oh. Mais bon, il y a la maman aussi qui a donné un enfant parmi ces 21, et donc je suis le garçon. Le garçon. Est-ce que parmi les 21, vous êtes le premier ou bien vous êtes... Je suis le dernier de mon papa, mais premier de ma maman pour le papa. Non, je ne comprends pas bien. C'est-à-dire, bien avant que ma maman ne vienne à épouser mon papa, il y avait déjà 7 femmes. Ces 7 femmes ont donné eux aussi des garçons qui s'appellent Folie. Donc quand ma maman est venue épouser maintenant le papa, automatiquement moi aussi donné le nom Folie. Parce que vous êtes le premier fils entre papa et maman. Voilà, ça se comprend maintenant. Donc nous allons évoluer avec votre enfance. Elle s'est passée où? Bref, Sativi Folie, il est né à Lomé commune, plus spécialement à Baie. Donc j'ai fait l'enfance, j'ai vécu là. Par après, nous sommes partis à Adakbame, j'ai évolué, j'ai continué mes études au lycée Lomé-Port. Puis, Dieu faisant bien les choses, j'ai eu décroché mon bac, puis je suis devenu étudiant à l'université de Lomé. Et donc présentement, je suis partagé entre les quartiers Hidranahou et Adakbame. Vous êtes partagé entre Hidranahou et Adakbame. Mais il me semble que vous êtes bien logé à Adakbame plus que Hidranahou. Je ne suis pas logé à Adakbame beaucoup plus qu'à Hidranahou, puisque il m'arrive de passer 3 jours à Hidranahou et 4 jours à Adakbame, des fois 4 jours à Hidranahou et 3 jours pour pas se remis ménage. Des fois c'est nécessaire parce que j'ai 2 familles. Je suis du côté de la maman, à Adakbame c'est avec la maman. Mais bon, Hidranahou c'est la maison de la grand-mère. Et donc là se trouvent presque tous les oncles et autres. Et la grande famille se trouve là. Donc il ne faut pas que je puisse laisser tomber aussi la grande famille. Et quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Vous avez dit que vous l'avez passé à Hébert. Ce que j'ai pu retenir durant mon enfance, c'est ce qui se passait généralement à Terrain Vito. Oui, ça voudrait dire les mouvements politiques. Les mouvements politiques à Terrain Vito et puis à Beko-Diendi, puisque notre maison se trouvait juste à proximité de Beko-Diendi. Et donc on y voyait souvent défiler des militants habillés en jaune, c'est-à-dire de l'UFC, qui avaient des tiges de palmiers entre les mains, des palmeraies entre les mains, et qui se promenaient bref, c'était une animation en tout cas hors pair. Et puis il y avait aussi beaucoup de débats dans le quartier en ce qui concerne l'opposition. Et donc nous sommes naturellement nés dans un quartier opposant, et ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes devenus opposants. Est-ce que vous êtes opposant ou bien vous êtes de la société civile? Je suis opposant parce que
Je définis l'opposition non pas comme les partis politiques de l'opposition, comme on a tendance à les définir, mais plutôt comme toute personne qui n'est pas d'accord avec la gouvernance du système en place. Donc, pour moi, quand à partir du moment où je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait actuellement, je suis donc opposant à ce que M. Faure Gnassingbé, président de la République, est en train de faire. On va y revenir. Maintenant, quant à votre cursus universitaire, il était paisible jusqu'à ce que vous ne deveniez le président de la LTDH, la Ligue togolaise des droits des étudiants. LTDE, je tiens à le LTDE, rectifier. autant pour moi, LTDE. Je suis venu à l'université, comme vous l'avez dit. La première année a été un peu délicate parce que j'ai eu mon bac en 2013 quand je suis venu. On devait s'inscrire pour la première fois. La clôture des inscriptions lors de cette année était fixée au 17 janvier. Mais compte tenu de certaines difficultés financières, parce qu'il faut le reconnaître, je suis né dans une famille pauvre qui n'a pas véritablement les moyens. Donc je n'ai pu m'inscrire avant le 17 janvier. Ce qui a fait que je me suis inscrit le 18 janvier. J'ai composé lors de la première année, j'ai validé toutes mes crédits, c'est-à-dire j'ai validé les 60 crédits sur les 60. À la fin de l'année, le président de l'université d'alors, le professeur Aradi, a fait sortir une note par laquelle il dit que tous ceux qui ont payé après le 18 janvier ne peuvent être considérés comme étudiants. Et donc, tout ce que les crédits que nous avons jugés à valider sont nuls. Et il n'y avait pas eu de démarche. Nous avons mené des démarches. J'ai pris l'initiative de rassembler tous ceux qui étaient dans le problème à l'université de Lomé. Nous avons fait des actions via le... Vous étiez nombreux? Très nombreux, au moins entre 400 et 500. Nous sommes partis vers le président de l'université. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire. On a supplié, on s'était même mis à genoux lors d'un sitting à genoux face à la présidence, mais ça n'a rien donné. Et c'est à partir de ce moment que je me suis dit, mais on a véritablement affaire à des messieurs qui n'ont pas de cœur. Juste parce que nous avons payé les frais d'inscription un jour après et que nous avons validé toute matière, on dit c'est annulé, donc de reprendre la première année, l'année suivante. Donc c'est la première injustice à laquelle personnellement je suis confronté. Mais normalement, il y avait des, comment l'appelle-t-on, quand vous êtes frappé par, il y a des, comment le mot m'échappe, quand la date butoir est finie, il y a des prolongations, mais il y a des sanctions, peut-être de la majoration. Ça existait avant mon arrivée à l'université, mais spécialement pour cette année, ils nous ont dit que la majoration ne pouvait plus s'appliquer. Or, le 18 janvier, c'était le délégué général de l'université d'antan qui nous avait confirmé qu'on pouvait aller payer et au cas où il venait à nous interpeller, on ne devait payer qu'une majoration. Mais bon, triste a été de constater que la présidence de l'université en a décidé autrement. Et donc, comme je le disais, c'était la première injustice et d'ailleurs grave que j'ai subie parce que j'ai perdu toute une année. Or, je ne l'ai pas perdu parce que j'étais cancre ou j'étais nul à l'université, mais je faisais plutôt partie des meilleurs. En ce moment, il y avait eu 4 personnes qui avaient validé tous leurs crédits sur les 2000 et 500 et quelques étudiants que nous étions. Et donc, on avait annulé mon année. La deuxième année, j'étais dans un amphi quand subitement apparurent certains étudiants qui étaient passés communiquer des informations, nous appelaient à une manifestation. Et au menu, il y avait les mauvaises conditions de vie, d'études, bref, ce à quoi nous étions confrontés à l'université. Et quand ils ont fini de parler, je me suis reconnu dans ce qu'ils ont dit. Très tôt, le matin, là j'étais prévu sur le mercredi à 11 h, très tôt déjà à 7 h, moi j'étais sur les lieux. J'attendais à 10 h, les premiers responsables du mouvement étaient arrivés. Je les ai approchés. J'ai échangé avec eux qu'entre-temps, quand j'étais au lycée, en terminale, j'étais le major général de l'établissement. Lycée du Port. Du lycée du Port. Et aussi, les premières manifestations des élèves qui eurent lieu en 2013, c'était moi qui avais associé, tous les autres majors généraux de Lomé pour qu'on puisse le faire tel jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est-à-dire Douti et puis Antoine et Anselme Sinandare ne meurent. Donc je leur ai parlé un peu et puis ils ont vu que cette personne pouvait être utile dans ce qu'ils étaient en train de faire. Et ce jour-là, nous avons fini de faire l'AG. Ils m'ont associé par après à beaucoup d'autres initiatives au point que j'étais devenu le communicateur du mouvement au campus. Donc quand il y a des activités à faire... C'était quel mouvement? Qui étaient les initiateurs de... C'était le mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais. Le MET. Le MET. Et donc c'était moi qui passais... C'était au temps de Akumabu? C'était au temps plutôt de Aoudi. Aoudi. Boga. Donc je passais dans les amphis, je passais les informations, tout ça. Donc ça voudrait dire que vous avez milité d'abord dans le MET avant de créer la LTDE. J'ai milité d'abord dans le MET.
Et jusqu'en 2016, le tournant, ce fut le 20 janvier 2016. Mon période à laquelle, en tout cas, le 20 janvier, il y avait une AG qui était convoquée par le Met. Et le jour-là, il y a beaucoup de forces de sécurité qui avaient été déployées à l'université et qui rendaient impossible la tenue de l'AG. Et donc le président du MIT d'aujourd'hui, c'est-à-dire Honoré Adougo, et moi-même étions les seuls sur les lieux. Lui, il était entre-temps chargé à l'organisation, moi j'étais au niveau de la communication. Et donc nous étions les seuls sur les lieux, nous avons commencé la manifestation et par après ça a dégénéré, Honoré a pris la fuite, donc j'étais resté seul sur le terrain, c'était moi seul qui avait tenu avec les autres camarades étudiants. Et au moment de faire les interviews pour la RTDS, et c'était moi seul qu'ils avaient trouvé comme responsable du MIT. Et donc je l'ai fait, et donc c'est à partir de ce moment que je vais dire que l'autorité a commencé par concentrer beaucoup plus ses regards sur moi. Et toutes les autres manifestations qui s'en ont suivies à l'université, ils ne disaient plus que le MIT organise, mais ils disent que c'est le SATIVI qui organise, parce qu'il y a des fois même où je ne suis pas d'accord avec le président du MIT, parce que je me rappelle d'une AG qu'on devait faire juste après l'AG du 20 janvier. AG, je rappelle très bien, au cours de laquelle une voiture de la police nationale avait été brûlée. Il y avait le ministre qui a sorti une note pour augmenter les frais de transport à l'université qui passaient désormais de 100 francs à 250 francs CFA. Et j'ai interpellé le président, j'ai dit il fallait qu'on puisse agir. Le président n'a rien dit. On a convoqué une AG. Le jour de l'AG, il a fait circuler certaines notes sur les plateformes pour dire qu'il ne se reconnaît pas dans l'AG qu'on a. Donc le maître se désolidarise de vous. Se désolidarise. Donc le jour-là, j'étais seul à tenir avec le vice-président actuel de la LTDE. Nous étions tous deux à tenir. Et nous avons fait cette action-là jusqu'à ce que les frais de transport ne soient finalement rabaissés. Et le 21 mai aussi, nous avons conduit certaines manifestations pour demander la sortie immédiate des tranches, ce qui fut le cas, c'est-à-dire quelques jours après l'arrivée du président Kokoroko. Donc nous avons tenu une AG, et c'est au cours de cette AG que beaucoup d'étudiants ont commencé par dire même c'est SATIVI, donc j'étais devenu pour eux le vrai visage de la contestation universitaire. Donc c'est par après, maintenant, quand on agissait, on veut aller négocier avec l'autorité, puisque le ministre se solidarise de tout ce que nous sommes en train de faire. Les responsables de l'université disent vous parlez au nom de quel mouvement, vous parlez au nom de quel groupe, et donc on n'avait plus rien à dire, et c'est à partir de ce moment que nous avons décidé donc de mettre en place une structure estudiantine qui a désormais pour nom Ligue togolaise des droits des étudiants. Et c'est au nom de cette organisation que nous nous sommes battus corps et âme, et pour que l'étudiant puisse vivre et étudier dans de meilleures conditions à l'université. Donc, par rapport à votre développement, je suis ému parce que sur ma fiche, j'ai dit SATIVI s'est servi des étudiants pour se faire un nom. Bref, je ne me suis pas servi des étudiants pour se faire un nom. D'ailleurs, ce n'était pas mon objectif. Tout mon objectif à moi, c'était d'œuvrer pour ma communauté. Partout où je passe et qu'une injustice se produit, j'ai toujours tendance à me battre contre cette injustice. Je vous l'avais dit déjà en classe de première, il y avait des insultes qui se commettaient dans mon établissement, j'étais le seul à dire non. En terminale, il y avait de pareilles situations qui s'étaient produites aussi bien dans l'établissement qu'au Togo. Au Togo, je rappelle très bien qu'il y avait une grève de la STT. Oui. Et je vous disais qu'il y avait 2 élèves qui étaient morts à Dapon. En ce moment, SATIVI ne le faisait pas pour un nom. D'ailleurs même, aucun média n'a parlé de moi, mais ils ont plutôt parlé du vice-président actuel de la LTDE qui était le major général d'entente du lycée de Bekota. C'est-à-dire qu'il avait été arrêté lorsque nous avons voulu tenir une réunion à Bekota. Et qui est-il? Éclou, il s'appelle Éclou, Francis. Donc, si véritablement j'avais envie de me faire un nom, j'aurais pu le faire à partir de cet instant-là. Mais je ne l'ai pas fait arriver à l'université en première année. J'ai fait les mêmes choses. Je suis devenu délégué chargé à la communication. J'ai défendu corps et âme les droits de mes camarades, même contre certains avis des professeurs. Je n'ai jamais demandé à être interviewé par la RTDS le 20 janvier 2016. Je n'ai jamais demandé aussi à mettre en place un mouvement. C'était les camarades qui ont proposé de mettre en place le mouvement. Quand le mouvement a été mis en place, j'ai demandé à être le porte-parole du mouvement. Mais les camarades ont dit non, compte tenu de ta capacité, de tes aptitudes, nous préférons que ce soit toi le président national du mouvement. Et donc je l'ai été. Et dans tout ce que j'ai toujours fait, je n'ai jamais porté mon nom. Je n'ai jamais porté mon nom, mais je me dis, je me bats pour tout le monde. Peut-être qu'à un moment donné, en me battant pour tout le monde, les gens ont commencé par prononcer mon nom. Et donc c'était normal. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui, à Théviers, se bat pour le droit de tous ceux qui sont opprimés, par exemple des paysans qui sont opprimés. Dès à présent, les paysans vont se dire, ah, cette personne-là, il devient notre porte-parole. Quand il y a des choses à faire, quand l'autorité veut discuter avec des gens, ils vont dire, c'est normal, c'est ce qui se fait aussi dans les syndicats. Donc aujourd'hui, en tout cas,
Les gens peuvent le dire, mais nous n'avons jamais pour ambition de nous faire un autre. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça m'apporte. Au contraire, ça... Des fois, on se cache parce que vous êtes des fois obligé de vous cacher quand vous passez, par exemple, aujourd'hui, quand vous partez au grand marché de Lomé, vous voyez que c'est un peu délicat parce que juste quand je rentre dans le marché, il y a un engouement qui m'entoure, il y a des gens qui se lèvent de façon spontanée vers moi, qui accourent tout ça et dans le marché à Assier. C'est la même situation, même dans la rue, des gens s'appellent tout ça. Et c'est un peu, ce n'est pas véritablement ce qu'on souhaite. Et c'est pourquoi vous constaterez que je n'aime pas trop les apparitions sur la télévision. Merci pour avoir accepté la nôtre. Ah, c'était une obligation. Et qu'en est-il aujourd'hui de votre cursus universitaire? Vous êtes où actuellement? Je suis toujours étudiant à l'université de Lomé. Cette année, je me suis inscrit. J'ai composé au semestre Harmattan. Et à quel niveau? Je suis en semestre 6 actuellement. Je vous l'avais dit, on m'avait perdu une année en 2013 dans le cours de la Académie 2013-2014 et on m'en a également perdu en 2016-2017. Vous n'êtes pas encore détenteur d'un diplôme? Ouais. Qu'il vous souvienne qu'en 2016-2017, au moment où j'étais encore en prison, à la prison civile de Lomé, il y avait le président de l'université qui avait sorti une note pour dire que Sativi n'était pas inscrit. Une déclaration diffamatoire et contraire à la réalité. Et donc, nous avons fait des tracas, tout ça, tel, mais finalement, ils n'ont pas voulu le reconnaître, quoique moi, je disposais de tous les papiers qui prouvaient que j'étais régulièrement inscrit. Donc, ils m'ont encore fait perdre cette année-là, donc ça fait 2 ans qu'ils m'ont fait perdre au total. Et donc, actuellement, Sativi est en semestre 6 à l'université. De quelle fac? De la faculté des droits. Et quelles sont vos ambitions? Vous voulez devenir juriste? Mon ambition, c'est simplement de devenir un avocat du peuple. Pour bien défendre les droits? Pour défendre, bien sûr, les droits des citoyens. Effectivement. Donc, ne pensez-vous pas que ces bras de fer entre les autorités universitaires et vous ne sortirez jamais gagnant? Vous savez, j'ai vu mon frère mourir. Il y a 2 semaines, mon frère a fait un accident de circulation avec un camion. Il est décédé subitement. Tout récemment? Tout récemment. Et quand il est mort, tous ses habits, tout ce qu'il s'acharnait à acheter, n'est pas parti avec lui dans la tombe. Il est parti tout seul. Okay. Aujourd'hui, l'autorité peut me créer tous les problèmes possibles de ce monde. Je vais mourir, mais je ne vais pas partir avec tout ce que j'aurais voulu avoir. Ça voudrait dire je vis certes aujourd'hui, ça c'est la seconde partie. Je vis certes, mais je ne vis pas. Parce que quand je regarde un peu à gauche et à droite tout ce qui s'y passe, quand je regarde un peu toutes les injustices qu'on fait subir aux populations, quand je regarde l'exploitation dont sont victimes les populations, les secteurs, les zones dans lesquelles il y a le phosphate, le calcaire et tout ce qui va avec, quand je regarde la misère ambiante dans laquelle baignent les citoyens, je me dis non, ma vie ne vaut pas plus que la leur. Il faut donc laisser ma vie pour sauver leur vie. Et donc aujourd'hui, un bras de fer entre l'autorité, moi je ne sais pas trop. Je dis la vérité, je dis ce que je pense, et comme cela se doit. Si des gens veulent donc me créer des problèmes ou me haïr, alors ils sont aussi libres de le faire, puisque je suis aussi libre de faire ce que je suis en train de faire pour l'épanouissement et l'émancipation de mon peuple. Ok, malgré que vous vous battez sur le plan universitaire, vous avez également choisi de faire la politique. Pourquoi? Je n'ai pas décidé en mon âme et conscience de faire la politique. Mais les événements, à un moment donné, ont exigé de moi que je m'y mixe dans le débat politique. Pourquoi je dis ça? J'ai toujours soutenu dans ma vie, et c'est ce que j'ai toujours dit aux militants de nos organisations, que quand la République est en danger, il faut se sentir concerné. Il ne faut pas rester à l'écart de cela. Et depuis le 19 août 2017, vous aurez constaté que le Togo était arrivé à un moment où il fallait véritablement que tous ceux qui voulaient le bien-être de leur communauté puissent s'engager. Aujourd'hui, le bien-être des étudiants est lié à la politique. Je m'explique. Si aujourd'hui les tranches des étudiants doivent être augmentées, cela ne doit dépendre que du gouvernement à la tête duquel se trouve le président de la République. Ça dépend du budget de l'État. Mais c'est le président de la République, le gouvernement qui met en place le budget, et l'Assemblée nationale n'est qu'une chambre d'enregistrement qui vient, qui dit oui, nous lève la main, c'est fini, même si l'opposition n'est pas d'accord. Et ce sont eux qui votent le budget. Si le gouvernement envoie le projet de loi, c'est les parlementaires qui votent le budget, que ça y est. Qui élabore le budget? C'est le gouvernement qui élabore. C'est le gouvernement qui élabore le budget. Et avez-vous déjà vu une année au cours duquel l'Assemblée nationale a voté contre le budget au Togo?
Non. Oui, non, en fait, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est majoritaire à l'Assemblée. C'est le gouvernement qui est majoritaire, je suis d'accord. Mais quoi qu'il en soit, l'Assemblée nationale peut refuser contre le budget, mais elle ne peut voter indéfiniment contre le budget. Elle va voter contre parce que le gouvernement va partir, va rectifier, et à un moment donné, ça va retourner vers eux, ils vont finalement le voter. Et donc, en cela, je dis que si aujourd'hui les conditions de vie des étudiants doivent changer, ça dépendra de M. Faure Gnassingbé et de son gouvernement. A contrario, s'il y a aujourd'hui une action qu'on doit faire afin d'obtenir l'amélioration de nos conditions, ces actions doivent être dirigées vers M. Gnassingbé. Et c'est en cela que je dis, aujourd'hui, après l'analyse de la situation, on s'est rendu compte que c'est parce que M. Faure Gnassingbé n'a pas la volonté de faire changer les conditions de vie des étudiants que nous vivons encore, nous végétons encore dans cette misère et dans cette extrême pauvreté. Parce que si aujourd'hui M. Faure Gnassingbé décide de construire une université moderne, à l'instar de Legon ou de Cocody à Abidjan, mais il peut le faire. Mais c'est parce qu'il n'a pas encore décidé de le faire que l'université se trouve encore dans cet état. Je me rappelle avoir échangé avec un responsable de la Banque mondiale et je lui demandais, mais pourquoi vous financez des projets? Mais vous n'avez jamais financé la construction d'une belle université au Togo. Il m'a dit, c'est justement parce qu'on n'a jamais déposé sur notre table un projet. Ce qui veut dire que le gouvernement, jusqu'à ce jour, n'a jamais déposé un projet de construction d'une nouvelle université ou de rénovation. Mais est-ce que je le sache, l'université est autonome? L'université est autonome, mais ce n'est pas un État dans un État. L'université est sous l'administration du gouvernement. L'université ne vote pas son budget. C'est le gouvernement qui lui octroie le budget. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, et dans le schéma actuel, c'est le président de la République qui nomme aussi le président de l'université. A contrario, c'est ce qu'il dit au président de l'université de faire. Mais ce n'est pas vérifié. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Bien sûr. Est-ce que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, en l'état actuel, peut nommer, je prends le professeur Wolu comme président d'université? C'est possible. C'est possible. Mais il va jamais accepter. S'il est aujourd'hui le doyen de la fac de droit. Je vais vous dire, en 1968, la révolution n'est pas venue par le peuple, c'est venu par les étudiants. Je parle de la révolution française, et de la mini-révolution, si on peut l'appeler comme ça, en France, en même 1968, et qui a vu le départ de Charles de Gaulle, c'est venu de l'université. Quand vous partez un peu en Côte d'Ivoire, c'est les étudiants qui ont fait partir le régime de Robert Guéhi. Quand vous partez au Mali, c'est les étudiants qui ont apporté la démocratie au Bénin, c'est les étudiants qui ont œuvré pour que la démocratie soit. Et même au Togo, le 5 octobre, c'est venu des étudiants. Et donc l'université est tellement très chère au gouvernement qu'il ne faut commettre jamais l'erreur d'y mettre à la tête un opposant qui viendra maintenant conscientiser les étudiants et les amener à prendre conscience de leur réalité et à se battre pour exiger le meilleur. Et donc aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé ne peut choisir que quelqu'un qui voit dans la même direction que lui. Et c'est dans ce sens qu'il choisit ceux qui voient dans la même direction que lui. Alors, c'est en cela que je vous dis qu'aujourd'hui, le bonheur des étudiants dépend de M. Faure Gnassingbé. Et donc, aujourd'hui, n'étant pas possible, nous avons estimé qu'il faille que M. Faure Gnassingbé puisse partir afin que les étudiants puissent accéder à leur bonheur. Mais au même moment, en nous battant pour les étudiants, nous regardons un peu tout ce qui se commet à gauche et à droite, comme je le dis. Les paysans qui subissent une dictature sans précédent et des gens qui ont des diplômes, mais qui, au lieu de travailler dans un bureau, sont plutôt au port en train de transporter des marchandises. Je parle des dockers. C'est pas tout le monde. Des gens, c'est pas tout le monde, vous le dites certes. Mais ceux qui arrivent aujourd'hui à trouver de l'emploi au Togo sont ceux qui ont des frères dans le système ou qui carrément ont une affinité avec le système. Soit vous êtes du système, soit vous avez un frère qui est du système et vous avez de l'emploi au Togo. Le cas échéant, vous n'en avez pas. Rien ne le justifie. En tout cas, c'est le constat sur le terrain. C'est le constat aujourd'hui sur le terrain. Alors, je pense, à mon humble avis, qu'à un moment donné, il faut véritablement s'engager. Et le 19 août, le PNP, à lançant son appel, a clairement dit le retour de la Constitution de 1992. Et dans cette constitution originelle de 1992, il y avait une revendication essentielle qui touchait aux étudiants. L'élection des présidents d'université par les étudiants et les enseignants. Or, cette revendication était une revendication, et c'était à cause de cette revendication que j'étais parti en prison. Non, logiquement, je demandais quelque chose, le PNP vient à demander cette même chose, sinon c'était normal qu'on puisse donc s'engager dans la même direction. Et je me suis retrouvé donc en train de faire la politique. Mais à un moment donné aussi, on a constaté que la LT2 ne pouvait à elle seule se battre pour tous les problèmes parce que nous étions essentiellement concentrés au niveau étudiantin et scolaire.
Or, les problèmes étaient de tous les côtés. Et donc, c'est ce qui nous a poussé à mettre en place le mouvement En Aucun Cas, dont je suis aujourd'hui le premier porte-parole. Venons-en, pourquoi cette dénomination? Mouvement En Aucun Cas, parce que nous disons qu'il faut désormais qu'un certain nombre de choses puissent cesser au Togo. Et nous disons, ça suffit, rien ne doit plus être comme avant. Nous disons, en aucun cas, nul ne peut plus faire plus de 2 mandats au Togo. En aucun cas, c'est provocateur. Une dénomination comme ça, ce n'est pas provocateur, c'est provocateur pour ceux qui le pensent. Aujourd'hui, la majeure partie du peuple togolais veut plutôt qu'en aucun cas soit intégré à la constitution togolaise. Et donc, aujourd'hui, nous bénéficions en quelque sorte de l'onction et du soutien de presque de la majorité, la grande majorité du peuple togolais. Et donc, est-ce que c'est provocateur? Provocateur pour ceux qui ont décidé de s'attribuer tous les biens et richesses du Togo, de tous ceux qui ont décidé de paupériser, de clochardiser notre peuple. Mais pour ceux qui veulent véritablement construire un Togo prospère, apaisé et épanoui, c'est plutôt la bienvenue. Et donc c'est dans ce même sens que les gens aujourd'hui sont en train de nous soutenir ça et là. Et je pense même, et je vous le dis, je vous le confirme, qu'au sein même du régime, il y a des gens qui sont d'accord qu'on puisse travailler, qu'en aucun cas, que notre organisation puisse s'appeler En Aucun Cas. D'ailleurs même, à notre sein, nous avons des militants d'unir. Quels sont vos objectifs? Le mouvement En Aucun Cas a pour objectif d'œuvrer pour l'émancipation et l'épanouissement du peuple togolais. Mais dans l'immédiat, nous nous donnons pour objectif de tout mettre en œuvre pour que M. Faure Gnassingbé ne soit plus président de la République. Mais constitutionnellement, il a droit. Nous ne nous basons pas sur la Constitution pour dire qu'il ne doit plus être président. Nous disons que M. Faure Gnassingbé ne doit plus être président, tout d'abord à cause de son incapacité, secondo à cause de son incompétence. Qu'est-ce que vous mettez dans l'incapacité? Mais on a vu qu'entre les 13 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé, beaucoup de choses ont changé dans le pays. Vous êtes sérieux sur ce point? Ah ben oui. Est-ce que vous êtes sûr que dans 13 ans, votre salaire a convenablement changé? Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, de 2005 à 2018, vous avez ce que vous souhaitez véritablement dans votre vie? Est-ce que le téléspectateur qui nous suit, est-ce que ses conditions de vie, de travail, d'études et tout ce qui l'entoure a véritablement changé? Est-ce que des routes nouveaux ont été construites dans les localités? Est-ce que les exemple, avant la mort du général Yadema, le Togo était suspendu avec la collaboration ou bien la coopération internationale. Je vous donne un exemple. Mais avec le président Faure, ça a été... Bon, les conditions la reprise de l'aide de la communauté internationale ne signifie pas amélioration des conditions de vie des citoyens. Mais ça peut permettre. Je vous dis ce que je pense. Tout d'abord, les programmes d'ajustement structurel, les aides, comme on a l'habitude de les appeler, ne vont pas dans le sens du développement du pays. Au contraire, parce que ce qu'on nous appelle couramment aide, ce n'est pas une aide, mais c'est un prêt. Ce sont des prêts. Et que nous allons payer tôt ou tard. Mais même quand ces aides viennent, par exemple, on dit aujourd'hui la Banque mondiale a octroyé 100 milliards de francs CFA au Togo. Est-ce que ces 100 milliards de francs CFA rentrent dans la poche du citoyen lambda? Non. Ça rentre plutôt dans la poche, directement dans la poche des gouvernants. Ce sont eux qui s'en servent. Ça va au trésor public et c'est le trésor. Je ne sais pas si ça va directement dans le trésor public, mais je ne retourne jamais les dividendes au niveau de la population. Et pour être encore plus précis, la dernière fois, le premier responsable de la Banque mondiale demandait au Togo d'utiliser les fonds qu'on lui octroie pour créer de la croissance et favoriser le développement. Il dit que la Banque mondiale exige que le Togo puisse utiliser les fonds qu'on lui octroie. Donc, c'est-à-dire que le Togo en le disant, c'est qu'il est parti d'un constat. J'ai bien lu ce qu'il a dit. Il est parti d'un constat pour dire que vous n'utilisez pas vos fonds pour créer de la croissance, de l'emploi et qui, en retour, va favoriser la création de richesses et qui va donc favoriser le développement au pays. Donc, quand vous parlez de l'aide, de tout ça, c'est un vain débat. Maintenant, revenons au fait sur lequel nous sommes partis. J'étais en train de dire que M. Faure Gnassingbé est incapable de construire des routes. Incapable... Il en a construit. Pendant sa période, il y avait de nouvelles routes qui ont été construites. Il y a combien de routes qui ont été construites? Ben, la preuve, nous avons ce que nous appelons communément échangeur, mais le grand... Vous croyez que ça c'est un échangeur? Moi, non, c'est ce que nous appelons grand échangeur. Ça c'est un pont. Je suis parti à Dakar. Je suis parti au Ghana. J'ai fait le tour de la ville. Ce que j'ai vu et qu'on appelle échangeur, ce n'est pas ça. Et là, quand on compare un peu nos routes aux routes que j'ai vues dans ces pays, nos routes doivent être assimilées à des routes du village. Je vous dis qu'à Dakar, quand vous partez à Dakar, mais toutes les rues ont été pavées, toutes les rues ont été goudronnées. Ce n'est pas ce qu'on est en train de voir.
Regardez, aujourd'hui, le paysan, est-ce que les gens continuent toujours pas cultiver avec la roue ou plutôt avec des machines? Est-ce qu'aujourd'hui, mais ça va venir. Ça vient parce que nous voyons un peu le ministère du Développement la base qui octroie des tracteurs aux paysans. Est-ce que vous avez déjà vu ces tracteurs sur les terrains des paysans? Je suis parti à Damé, dans le village d'Adamé, dans le canton d'Aklakou. Je suis parti dans la préfecture du Bas-Mono. Je suis parti, je me suis un peu promené, même dans Vaughan, tout ça, tel, pour aller voir les réalités que vivent les paysans. Mais je n'ai jamais vu un seul tracteur sur leur champ. Je n'ai jamais vu ça. Au contraire, je vois des vieux de 60 ans qui prennent encore la roue pour cultiver le sol. Je vois des gens qui se débrouillent, qui se battent corps et âme pour que leur culture puisse prendre corps. Et enfin, quand ils finissent par travailler manuellement jusqu'à ce que la moisson soit, la récolte soit, ils ne sont jamais associés à la fixation du prix des produits. Mais c'est plutôt le gouvernement qui décide de façon unilatérale de dire « Ah, votre maïs que vous avez produit cette année-là, votre maïs, on va le vendre à 500 francs CFA. » Mais ce n'est pas normal. Moi, j'ai dépensé de l'argent. J'ai dépensé de l'énergie. J'ai produit quelque chose. Mais vous venez fixer le prix de mes produits. C'est plutôt à moi, vous devez m'associer et on doit discuter. C'est-à-dire qu'il y a une latence au niveau des agriculteurs eux-mêmes. S'ils se mettaient en corporation, ils pourraient fixer leur prix. Et ne doivent pas attendre que le gouvernement leur fixe un prix. Est-ce qu'ils n'ont pas d'organisation au Togo? Avez-vous vu un seul agriculteur qui ne fait pas partie d'une corporation? Est-ce que l'État ne peut pas créer une chambre, je dis une chambre ou un conseil, où les agriculteurs, c'est-à-dire les agriculteurs délégués, des gens pour les représenter là-bas et décider de la politique agricole du pays? Bien sûr, ça peut se faire. Quand aujourd'hui vous partez dans les villages, il n'y a pas de route qui va des villes vers les villages. Il n'y a pas d'électricité dans les villages, il n'y a pas de l'eau. J'ai vu dans des villages où des animaux viennent boire la même eau, des gens chient dans cette eau-là, je parle du fleuve Mono. Les gens chient dedans, les gens se douchent dedans et des gens le boivent. La même eau. Je suis parti à l'intérieur du pays, sur l'eau que les gens boivent, c'est une eau de couleur verte. Je ne sais pas si aujourd'hui vous pouvez boire de cette eau-là. C'est ce qui ne va pas et que nous sommes en train de dire. Quand je suis parti dans les autres pays, j'ai constaté que quand vous avez une maison à vous et qui semble être un bidonville ou une maison qui ne répond pas aux normes, qu'est-ce qui se fait? Cette maison-là, l'État décide de négocier un contrat avec les banques. La banque prend votre maison, il construit une maison à étage et on vous donne peut-être une ou deux chambres dans lesquelles vous-même vous pouvez vivre tel. Les autres chambres sont louées. Et la banque prend par exemple 60% des frais de location du loyer. Vous prenez 40% chaque mois jusqu'à ce que les frais qui ont servi à la construction de la maison finissent. Et juste après, si c'est en 10 ans que les frais qu'ils ont utilisés vont finir, en 10 ans, la maison, vous n'avez plus une maison comme vous l'avez, mais vous avez donc droit à un étage. Vous avez un étage dans votre vie. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Mais Faure Gnassingbé, il n'a pas de ces projets, c'est un incapable. Non, mais je ne suis pas d'accord. Je vous dis, c'est un incapable. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, les journalistes se plaignent, oui ou non? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait? On ne peut pas tout avoir, il y a des priorités. On ne peut pas tout avoir, il y a des priorités. Je vais vous dire, à mon niveau, je l'avais déjà dit sur une radio. Je pourrais faire en 2 ans tout ce que M. Faure Gnassingbé a fait en 13 ans. Et bien plus que lui en 2 ans. Tout est question de projet de société. M. Faure Gnassingbé n'a jamais vécu dans une chambre où il n'y a pas de climatiseur ou de ventilateur. Il n'a jamais dormi dans une chambre où il n'y a pas d'électricité. M. Faure Gnassingbé n'a jamais bu du gari, de la farine de lait, ce qu'on appelle communément galidossi. Il n'a jamais bu. Il ne s'est jamais couché sur la natte. Il ne s'est jamais couché dans une case. Il n'a jamais fait ça. Il vit plutôt dans un confort total depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Ce qui fait qu'il ne maîtrise pas réellement ce que vive la population. Nous, aujourd'hui, on le maîtrise. Mais il voit ce qui se passe à côté. Non, c'est quand il est venu au pouvoir qu'il a commencé par s'accommoder des réalités. Mais c'était déjà trop tard. Mais aujourd'hui, moi, je l'ai vécu. Je vous ai dit que je suis né dans une famille très pauvre. Et si je n'ai pas eu les moyens de payer mes frais d'instruction à l'université, c'est justement à cause de la pauvreté et de l'ambiance qui régnait là. J'ai marché pour on va évoluer. Donc, en début de semaine, vous avez rencontré la presse. Nous allons suivre l'élément et on revient pour le commentaire. Donc, l'élément n'est pas encore prêt. Donc, vous avez rencontré la presse en début de semaine. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Nous avons appelé les journalistes à une conférence de presse le mercredi 11 juillet 2018. Afin de donner notre position par rapport... J'espère que l'élément est prêt. On va le visualiser et on revient pour le commentaire. D'accord.
Une déclaration illusoire qui ne doit faire rêver aucun Togolais en termes de résolution à apporter à la crise politique togolaise. Voilà l'analyse que fait le mouvement en aucun cas des propos du président français Emmanuel Macron qui déclarait, je cite, « Le statu quo n'est plus possible au Togo. Le président Bouhari entre en campagne bientôt. Après, il aura un rôle déterminant à jouer dans la résolution de la crise togolaise. » Fin de citation. Si cette déclaration est source aujourd'hui d'une certaine polémique au sein de la classe politique togolaise comme de l'opinion nationale, elle ne serait que pure dilatoire et perte de temps selon le dit mouvement dans la recherche d'une solution rapide et définitive à la crise. Depuis cette déclaration suscite des polémiques, au point que nombre de concitoyens s'illusionnent à croire que leur salut viendra de l'étranger. Il est donc clair que s'il faut espérer une solution internationalement française et sous-régionale au mal togolais, il faut encore attendre longtemps. Pour le mouvement en aucun cas, le Togolais serait lui-même sa propre solution à la crise. Il revient donc aux Togolais de prendre leur destin en main. Aucune solution ne viendra de l'extérieur. En clair, la solution à nos problèmes ne viendra que de nous, pas de la CEDEAO ou encore moins de la France. Le mouvement prévoit à cet effet un colloque international le 18 juin prochain à Lomé sur le thème « L'histoire politique du Togo d'août 2017 à ce jour, quelle stratégie pour une alternance pacifique et crédible au Togo ?» Un reportage signé Herman Adadé. Donc, M. Sativi, vous avez suivi votre, votre conférence de presse. Pourquoi une telle rencontre? Je reviens sur vous. Oui, comme je vous le disais, l'objectif c'était pour donner notre avis sur l'attitude de la communauté internationale. Tout d'abord, les recommandations de la CEDEAO et plus précisément la déclaration du président français Emmanuel Macron et qui lève le voile sur l'attitude même de la communauté, ce que la communauté internationale nous cache depuis un certain moment. En effet, le président Emmanuel Macron disait lors de sa visite au Nigeria, le statu quo n'est plus possible au Togo. Très prochainement, le président Bouhari va entrer en campagne et qu'après, il aura un rôle déterminant à jouer. Il a dit le statu quo n'est plus possible au Togo. Nous sommes d'accord que le statu quo ne doit plus persister. Mais quel statu quo? Et de quel statu quo parle-t-il concrètement? Parce qu'on sait aujourd'hui que l'opposition a une position inflexible, le pouvoir en place aussi a une position inflexible. Parce que l'opposition ne veut pas céder face en ce qui concerne les revendications, le retour à la Constitution de 1992, le droit de vote de la diaspora, l'effectivité de l'alternance. Le pouvoir aussi ne veut pas céder quant à la candidature de leur champion. Mais dans ce sens, est-ce qu'il veut demander à l'opposition d'accepter ce que les réformes à minima que propose le pouvoir en place et d'aller vers des élections taillées sur mesure, ou plutôt il demande au parti au pouvoir de prendre toutes les dispositions pour opérer les réformes souhaitées par le peuple et de céder et à force de céder le fauteuil présidentiel en 2020. Est-ce ce qu'il est en train de dire? Personne ne sait. D'ailleurs, il est resté beaucoup plus imprécise et plus inconséquente. Et nous revenons, mais ce n'est pas la partie qui nous a le plus intéressé. La partie qui nous intéresse, c'est plutôt là, lorsqu'il dit le président Bouhari entre bientôt en campagne. Or, là, on sait très bien que les élections présidentielles au Nigeria se feront en février 2019. Donc, dans 7 mois, les élections se feront dans 7 mois. Et il dit que c'est après les élections que le président Bouhari aura un rôle à jouer. Est-ce qu'il parle des élections au Nigeria ou bien des élections au niveau de la CEDEAO? Non, il puisque dit... entre-temps, nous avons appris que c'est le président Bouhari qui va remplacer son excellence François Zinam, mais ce qui est encore remis en cause ces derniers temps. Mais je ne pense pas que c'est l'élection de la CEDEAO. Il a été très clair. Il a dit entre bientôt en campagne. Pour les élections de la CEDEAO, il n'y a pas de campagne qui se fait. Tout était déjà connu d'avance que le poste de président de la CEDEAO allait devenir à un chef d'État anglophone. Donc, naturellement, le Ghana avait déjà pris. Donc, c'est au président Bouhari, c'est le tour du président Bouhari. Il était en train de parler de la campagne présidentielle de 2019. En 2019. Et donc, pour lui, la crise politique togolaise peut encore attendre 7 mois. Les Togolais donc, doivent encore attendre 7 mois. Et d'ailleurs, mais ils doivent attendre la réélection du président Bouhari. Maintenant, l'on n'est même pas sûr que le président Bouhari serait
président de la République. Parce qu'on a vu de par le passé, les Nigériens refuser un deuxième mandat à un président de la République. Je parle de Goodluck Jonathan qui s'est vu refuser un deuxième mandat. Et donc pour l'instant, soit M. Emmanuel Macron veut nous faire croire que les élections présidentielles, les résultats des élections sont connus d'avance, comme il en est souvent le cas au Togo, soit carrément, il veut nous dire, ce ne serait qu'une simple formalité pour le président Buhari. Or, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et maintenant, pourquoi attendre encore 7 mois avant de trouver des solutions à la crise que traverse notre pays? Faut-il encore attendre longtemps pour que les gens meurent de faim? Pour que des gens meurent sous les balles, ou bien avalent encore des gaz lacrymogènes, tout ça avant de venir décanter la situation? Nous ne savons pas exactement ce qu'ils veulent. Mais on a comme l'impression qu'ils veulent jouer à une prolongation qui n'avantage en fait que le pouvoir en place. Une crise a commencé depuis le 19 août. Bientôt, ça fera 1 an. Et vous demandez encore au Togolais d'attendre encore 7 mois. Il n'a pas dit explicitement. C'est ce qu'il dit. Après, il aura un rôle déterminant à jouer dans la résolution de la crise. C'était ses propos. Et donc, c'est après les élections, après la réélection du président Buhari, que celui-ci pourra jouer un rôle valable. Nous avons donc décodé le message, nous avons compris. M. Emmanuel Macron nous a aidés à comprendre ce que la communauté internationale était en train de cacher depuis un temps. Et d'ailleurs même, je tiens à préciser que lors du sommet UAUE en Côte d'Ivoire, il avait dit « J'appelle les Togolais à aller aux élections ». Lorsqu'il était parti au Canada, un Togolais l'avait interpellé. Il a dit, vous ne représentez pas le peuple togolais tout entier, donc allez aux élections pour vous départager. Quand il avait été entre-temps aussi reçu par les journalistes de France 24, il avait aussi déclaré élection. Son ambassadeur, l'ambassadeur de France au Togo, a déclaré qu'il faut plutôt aller aux élections. Et l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur maintenant qui nous aide à comprendre même ce que le président Macron a déclaré au Nigeria. Parce que l'ambassadeur disait que le problème togolais, la crise togolaise, n'est en fait qu'un petit problème que les médias tentent d'aggraver. C'est ce qu'il avait eu entre-temps à dire. Et donc, c'est dans ce sillon dans le même sens que le président Macron dit oui, attendez pendant 7 mois parce que votre crise-là, c'est un petit problème, ça peut encore attendre. Ce n'est pas trop urgent. Or, quel Togolais va aujourd'hui dire que sa demande n'est pas urgente, qu'il n'a pas urgemment besoin de l'alternance, du changement de meilleures conditions de vie? Quel Togolais va le dire? Aucun. Et donc c'est en cela que nous demandons à la population de ne pas croire à un salut international. La communauté internationale ne viendra rien faire pour nous. Au contraire, ils étaient là, regardant passif l'oppression, l'injustice et le malheur s'abattre sur les Togolais, sans rien dire. Mais aujourd'hui, en voyant tout ce qui se passe, et l'opposition, et le parti au pouvoir, tous les regards des Togolais sont tournés vers le 31 juillet. Oui, le 31 juillet, parce que les Togolais n'ont pas encore compris que la CEDEAO n'agira pas pour eux. Et c'est dans ce sens que je fais intervenir le cas burkinabé. En 2014, quand les Burkinabés ont fait partie, Blaise Compaoré, il y a un pouvoir, une transition qui a été mise en place. Par après, il y a un Gilbert Diendéré qui est venu faire un coup d'État. La communauté internationale, regroupée au sein de la CEDEAO, au lieu de soutenir le peuple qui exigeait que ces putschistes-là soient démis de leurs fonctions, mais ils étaient au contraire venus pour demander au peuple de s'accommoder avec le putsch. Ils étaient venus donc soutenir le putsch. L'eût été la détermination, la fermeté, le courage dont a fait preuve le peuple burkinabé. Aujourd'hui, Gilbert Diendéré serait encore président. Et donc c'est clair comme message. La seule chose que la communauté internationale viendra nous proposer, c'est un gouvernement d'union nationale. Pour un ministre dans l'opposition, comme il en a été le cas en 2006, avec Aboibo. Donc c'est la même chose, ils vont nous proposer le même schéma. Mais est-ce qu'en 2006... Mais l'opposition aussi réclame une transition où il y aura un membre de l'opposition qui va assurer... Nous réclamons aussi la transition. Mais la transition dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas un premier ministre de l'opposition, ce n'est pas simplement ça. Quand on parle de transition, on parle de dissolution de toutes les institutions mises en cause. Je parle de la dissolution de la CENI, de la Cour constitutionnelle, de la HAC, de la Cour des comptes, du gouvernement, de l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. On va dissoudre tout cela, comme ça a été fait au Burkina Faso. Maintenant, on met en place un gouvernement qui sera conduit par, je ne sais pas, je ne dis pas nécessairement quelqu'un de l'opposition, du pouvoir, ça peut être de la société civile ou de la diaspora, c'est possible aussi. On met en place des gens, des ministres qui vont être dans du gouvernement et une consigne ferme doit être donnée de sorte que tous ceux qui feront partie du gouvernement de transition ne pourront postuler aux élections législatives et présidentielles à venir. Idem, il en sera aussi ainsi pour l'Assemblée nationale. On va remettre en place une Assemblée nationale qui aura principalement pour rôle de voter des lois qui vont dans le sens de
la réforme totale de l'économie, des affaires politiques, électorales et de tout ce qui ne va pas au Togo. On va remettre en place des institutions crédibles qui répondent aux aspirations des Togolais. C'est ça que nous appelons transition. Mais ce que le CDAO veut proposer, un premier ministre de l'opposition, qui peut être Jean-Pierre Fabre ou Tchipi Achada, mais les autres ministres peuvent être du parti au pouvoir. On aura en place la même Assemblée nationale qui est acquis à Fort Nassimbe. Le Premier ministre, comme Agboibola l'était, ils peuvent décider de quelque chose, envoyer un projet de réforme à l'Assemblée nationale, le parti au pouvoir va dire à ses membres, dites, votez contre. Mais la feuille de route va demander que le Premier ministre organise des élections législatives. Encore faut-il que le Premier ministre ait les compétences nécessaires pour le faire. Parce que le Premier ministre, fait en 2016. Le Premier ministre n'est pas compétent pour organiser les élections. C'est plutôt la CENI. Le Premier ministre suit juste le processus. Oui, le processus. C'est lui qui va lancer le processus. Il va lancer le processus. C'est comme aujourd'hui votre directeur général qui vous dit, ah monsieur, tel, faites ci pour moi. C'est-à-dire, il vous donne les directives. Que vous savez, il est 15 h, donc votre émission doit commencer. C'est à vous de prendre toutes les dispositions pour que l'émission puisse se tenir. Et donc ça, c'est le travail de la CENI. Mais en l'état actuel, est-ce que notre CENI répond vraiment aux normes? Est-ce qu'on peut compter sur cette CENI pour organiser des élections crédibles et transparentes? Non. Alors, en d'autres termes, il faut réformer toutes ces structures-là. Et ça doit être discuté normalement. Donc la CEDEAO viendra nous proposer quoi? D'ailleurs, même j'ai dit, à partir du moment où vous êtes malade, vous partez à l'hôpital. Vous dites, je souffre des maux de ventre. Vous tenez votre ventre, tel, le médecin vient, il vous prescrit une maladie, telle, et par après, vous-même vous êtes relevé. C'est-à-dire, je ne dis pas, il ne vous a même pas prescrit une maladie, il a pris la température, juste ça, et vous êtes remis debout, vous ne tenez plus le ventre, il n'y a plus rien qui se passe, il ne recommande aucun signe, il va vous proposer quoi? Du paracétamol. C'est la même situation actuellement. Le peuple togolais se tait. Les gens ne manifestent plus, on appelle les gens à manifester, ils ne sortent plus. Alors, la communauté internationale va dire qu'avec les expéditions punitives qu'organise le pouvoir en place, qu'avec tout ce qui est mis en œuvre pour qu'il n'y ait plus de manifestations, alors le pouvoir a repris le contrôle des choses. A contrario, il nous faut leur proposer que le paracétamol, parce que la proposition de la communauté internationale sera aussi fonction du rapport de force sur le terrain. Alors, le rapport de force en l'état actuel, il faut avoir le courage de le reconnaître, ne profite pas au peuple. Voilà ce que vous proposez, que les Togolais ne fassent plus confiance à la communauté internationale. Oui. Est-ce que là, à vous lire, est-ce que vous appelez le peuple à une insurrection? Parce que vous évoquez souvent le cas burkinabé. Je connais très bien ce nom, je ne l'ai jamais évoqué. Mais s'il faille que le Togo puisse faire une insurrection, s'il faut que nous puissions faire partir d'une insurrection pour obtenir de meilleures conditions de vie, alors je suis candidat. Mais le ministre Yak Damhan le dit, le Togo n'est pas le Burkina. Le Burkina n'est pas non plus le Togo et les choses ne se passeront pas de la même manière. Nous allons évoluer. Alors que vous appelez le peuple à ne plus avoir confiance, à avoir d'abord confiance en elle-même, à lui-même d'abord, en fait. Alors que vous appelez le peuple à avoir confiance plus en lui-même, la C14 et le net seront en tournée la semaine prochaine. Quelle lecture faites-vous de cette tournée? Moi, je pense que la tournée de la C14 est la bienvenue. Et pour tester la bonne foi du gouvernement en ce qui concerne les manifestations à Bafilo, Sokori et à Mango, qu'ils vous souviennent qu'ils ont imposé un état de siège illégal parce que ça n'avait pas respecté les procédures fixées par l'Assemblée nationale. Aucun conseil des ministres n'avait siégé avant que cet état de siège soit décrété. Et la Constitution disait que 15 jours après le décret, en tout cas, après avoir décrété l'état de siège, il faut que l'Assemblée nationale se réunisse pour valider, c'est-à-dire pour confirmer ou infirmer cet état de siège. Mais l'Assemblée nationale ne s'est jamais réunie. Et la même Constitution dit que l'état de siège ne peut durer que 15 jours. Si on doit continuer par maintenir l'état de siège, il faut que ce soit une autorisation expresse de l'Assemblée nationale. Or, en l'état actuel, l'Assemblée nationale n'a pas validé ce qui se fait. Donc, c'est une violation grave de la Constitution togolaise. Et donc, aujourd'hui, je pense que les médiateurs, à un moment donné, ils ont dit oui, autoriser les manifestations. Donc, que la C14 aille tester la bonne foi du gouvernement et on verra par après. En ce qui concerne le net, je n'ai apparemment rien à dire dessus. Ils sont dans leur rôle. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, à quoi ils sont en train de jouer. Je ne veux pas non plus y apporter des commentaires. Pour le net, il faut s'organiser pour battre le président fort dans les urnes, alors que la C14 dit ça réforme pas d'élection, selon vous. Vous savez, quand j'écoute un peu le président du net, Diri Tama, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas vécu au Togo et qu'il ne maîtrise pas les problèmes des Togolais. Je rappelle qu'il a vécu au Togo la semaine passée. J'ai dit, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas vécu au Togo ou qu'il ne maîtrise pas les situations. Parce que combien d'élections n'avons-nous pas organisées au Togo? Et combien ont été gagnées?
Mais je ne sais pas ce qu'il propose comme élection. Il veut aller à quelle élection? Aux élections taillées sur mesure? Est-ce qu'il connaît, s'il sait ce qui se passe au niveau du fichier électoral? Est-ce qu'il sait ce qui se passe dans les bureaux de vote? Il a été plusieurs fois candidat. Il a été candidat. Bien sûr. Il a été candidat. Aux Mais élections est-ce qu'il a été législatives et ensuite capable? Est-ce qu'il a été capable de contrôler les résultats des élections? Mais il a avoué qu'il a été battu dans les urnes. Vous savez, directement fait sa politique à lui. Et d'ailleurs, j'ai un droit de vérité envers mon peuple. Je n'ai jamais reconnu ce monsieur comme étant un opposant. Je ne l'ai jamais reconnu. Un monsieur qui a une société de sécurité qui vend des gaz lacrymogènes, des matraques, des menottes. Mais et qui se dit opposant? Il vend les gaz lacrymogènes à qui? Est-ce que moi, si je peux aller acheter un gaz lacrymogène et lancer contre un soldat? Non. C'est le pouvoir qui vient acheter donc les gaz lacrymogènes. Les menottes, c'est le pouvoir qui vient les acheter. Donc vous dites que M. Jerry Tama a une société de vente des produits... Mais il a une société. A invité le poser la question. C'est lui qui vend les gaz lacrymogènes pour pouvoir en place. En d'autres termes, c'est lui qui vend les gaz lacrymogènes qu'on vient tirer sur nous. Mais vous voudrez qu'on considère ce monsieur comme étant sérieux? Quelqu'un qui a un problème entre vous et Kodjo? Et le type dit non, que je ne suis sur personne. Alors qu'il y a, par exemple, Kossi, qui a pris le repas qu'ils doivent manger, ensemble. Lui seul, il s'est accaparé du plat qu'ils doivent manger ensemble. Et Kossi vient réclamer sa part. Et lui dit non, je ne suis pas sur Kossi. Je ne suis pas non plus sur Kodjo, mais moi je suis centriste. Ça c'est quel centre? Il vient jouer quel rôle en étant du centre? Mais l'apaiseur lui a pesé. Je préférais qu'on puisse aller sur d'autres choses. Ok, nous allons quitter un peu la politique puisque, bon, si je voulais vous demander, est-ce que la fin de cette crise, elle est si proche? Je peux vous confirmer, je ne compte souvent que sur moi-même, pas sur les autres. En ce qui concerne le mouvement, en aucun cas, très bientôt, je dis bien très bientôt, le peuple togolais va entendre parler de nous. Le monde entier saura véritablement jusqu'où nous sommes prêts à nous battre et jusqu'où nous sommes prêts à aller pour obtenir notre liberté, la justice et l'équité. Vous n'êtes qu'une goutte d'eau dans la... C'est vous qui le dites. Tikpia Tchedam jusqu'au 19 août n'a été qu'une goutte d'eau dans la mare. Et pour vous répondre aussi, il y a la mère Teresa qui dit toujours, il est vrai que ce que nous sommes en train de faire n'est qu'une goutte d'eau dans la mer, mais sans cette goutte d'eau, il manquerait quelque chose à la mer. Monsieur Sertivi, on va évoluer dans le domaine culturel. Les luttes traditionnelles en pays kabyle ont débuté depuis le samedi dernier et ont pris fin ce samedi. Donc, que pensez-vous de cette culture? J'ai suivi un peu les journées Evala, si je peux me le permettre ici. Lutte traditionnelle ou Evala, comme on l'appelle communément. Tout d'abord, je suis d'accord que cela soit parce que c'est une culture du milieu. C'est déjà c'est aussi une bonne chose. C'est l'occasion pour eux de se retrouver en famille. C'est pour les Kabyles, quoi, de se retrouver en famille, de refaire l'union, la fraternité, tout ça, et d'exposer un peu leur culture. Tout comme ça se fait chez nous à Néhan, où on expose la pierre sacrée, tout ça, tel. Mais il y a un point un peu qui m'a un peu choqué lors de ces derniers là. C'est le fait d'entendre des chansons dire Atchadam Zewa, c'est-à-dire Atchadam Oui, je ne vous coupe pas la parole, mais si la technique elle est prête, on va essayer de visualiser et écouter votre commentaire ou bien votre analyse sur le sujet. C'était le jeudi dernier, lors de la finale du canton de Pia, le canton du chef de l'État. C'est regrettable, très regrettable, comme je le disais, qu'on puisse se servir de la culture pour régler des comptes à ses opposants. Est-ce qu'ils règlent des comptes? Ce sont des plaisanteries vous n'allez quand même pas me dire que c'est un truc spontané. Vous n'allez quand même pas me dire que c'est un truc spontané. Nous savons bien que la culture kabylie, c'est une culture où il y a la danse, il y a la joie. Je suis d'accord que la danse fait partie de la culture kabyaise. Mais allez-vous me dire que toutes ces personnes se sont levées, c'est en même temps, au même moment qu'ils ont vu le chef de l'État, qui se sont partis se vêtir en rouge, porter... Non, je rappelle que normalement, j'ai une fois assisté à la finale de Pia, il y a le blanc qui s'oppose au rouge. Donc les gens, je pense que c'est Pia qui en rouge et Pia bas en blanc. D'accord, supposons qu'ils avaient porté préalablement ce rouge-là. Maintenant, est-ce qu'on peut se servir d'un événement qui regroupe des militants du PNP, des militants de l'opposition et des militants d'UNIR pour régler des comptes à un
opposant, ils oublient qu'il y a des militants du PNP au sein de la masse. Il n'y a pas qu'à Kara des militants d'UNIR. Il y a des militants du PNP. On a vu les manifestations du 19 août à Kara, ce que ça a donné. Les populations étaient sorties très nombreux. Et donc, si les militants du PNP avaient voulu le jour-là leur régler aussi des comptes, se révolter, dire non, pourquoi est-ce que vous pouvez insulter notre leader? Qu'est-ce qui va se passer? Autrement, M. Ford la même chose se passe aussi lors des meetings ou bien est en train de cautionner la guerre des ethnies au Togo. Il est en train de cautionner une guerre entre les ethnies. Ce n'est pas sérieux parce qu'à Kara, il y a actuellement Kara, au moins, la population de Kara, au moins un tiers de Kotokoli. Il n'y a pas seulement que des Kabyais. Et parmi les Kabyais aussi, il y a des opposants. Abid Tessa est opposant ou pas? Mais Abid Tessa, c'est son droit d'aller à des évalas. Mais il y a des opposants. Il y a Philippe Atakpama. Il est opposant. Mais ils ont le droit d'y être. Maintenant, à partir du moment où vous êtes en train de spolier les opposants, d'utiliser une journée culturelle pour spolier les opposants, qu'est-ce qu'on peut dire? Autrement, c'est la fête, c'est une culture. Peut-être une plaisanterie sans arrière-pensée. En tout cas, la chanson dit assez long et la présidente de la République est partie sortir un communiqué dans lequel ils disent d'ailleurs qu'ils sont étonnés de voir que les gens sont en train de réagir par rapport à ça, alors qu'il y a un temps, il y a des militants de l'opposition qui disaient des choses de le chef de l'État. Sauf qu'ils ont oublié de dire que les militants de l'opposition ne sont jamais servis d'une fête culturelle pour insulter le chef de l'État. Je n'ai jamais vu des gens insulter le chef de l'État au cours d'une fête culturelle. Je n'ai jamais vu à Lomé. Et donc, quand ils viennent à faire de telles déclarations, en réalité, c'est qu'il veut dire, oui, nous sommes d'accord avec ce qui a été fait, mais parce que tel. Alors, il appartenait à M. Ford Nassingbe plutôt de dire, nous étions contre ce qui... Mais quand vous regardez un peu la vidéo, M. Ford Nassingbe souriait, ce qui veut dire que ça lui plaisait. Non, rien ne démontre. Mais au fait, hors du Togo, le président Paul Biya veut être encore candidat à sa propre succession après 35 ans de règne. Vous savez, c'est déplorable que des gens incapables, des gens qui, en 5 ans, n'ont pu donner quelque chose d'efficient aux populations, puissent dire encore qu'ils veulent le pouvoir. Si j'étais à la place de M. Paul Biya, j'aurais préféré dire plutôt, à partir de ce moment, je démissionne, je ne suis plus candidat, et donc je demande à ce qu'il y ait tel qui favorise la démocratie. Et il serait parti par la grande porte. Actuellement, il y a un mouvement qui s'appelle Jeunes Efforts au Cameroun qui est en train de se battre contre Paul Biya et que nous sommes en train de soutenir activement. Donc vous aurez compris, je suis fermement contre la candidature de M. Paul Biya. Merci M. Sativi d'être passé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est moi plutôt qui vous remercie. Merci également à nos fidèles téléspectateurs. Je rappelle que vous pouvez dès le mardi suivre cette émission sur YouTube. Il suffit seulement de taper dans recherche Actu 7 sur 7 sur la télévision E47 et puis suivi du nom de l'invité. Et vous aurez le déroulé de toute l'émission. Donc je ne saurais partir sans remercier l'équipe de la réalisation composée de M. Aoudia Ouetrido, également le cadreur Mognon Kossi et tout l'ensemble de l'équipe qui m'a soutenu lors de la préparation de cette émission. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.